Comment protéger sa moitié quand on n'est pas marié? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janicot, journaliste au Particulier, et je vais consacrer cet épisode à Louis, 53 ans. Ce directeur d'école primaire en région parisienne travaille dans l'enseignement depuis l'âge de 26 ans. Il vit avec Estelle depuis plusieurs années. Elle a 41 ans, elle est enseignante et mère de Léa, 10 ans, qu'elle a en garde partagée avec son ex-compagnon. Louis et Estelle ne sont pas mariés, mais ils ont acheté ensemble en indivision une jolie maison avec un petit jardin dans le Val d'Oise d'une valeur de 300 000 €. Louis en détient 60% et Estelle 40%. Louis, qui est plus âgé que sa compagne, voudrait la protéger ainsi que sa belle-fille Léa en leur transmettant sa part de la maison. Mais voilà, l'union libre leur convient parfaitement et ils n'ont pas forcément l'intention de se marier. Alors comment Louis peut-il transmettre sa part de façon optimale sans renoncer pour autant à cette forme de liberté? Pour lui répondre, j'ai sollicité Nathalie Couzigoussuas, notaire à Paris. Nathalie Couzigoussuas, bonjour. Bonjour. Alors la première question, est-ce que vivre en union libre, est-ce que c'est suffisant pour protéger sa moitié? Alors bien sûr que non. Tous les jours, les notaires de France, on reçoit des couples qui pensent que parce qu'ils ont des enfants ensemble ou parce qu'ils ont acheté des biens ensemble, que la loi les protège d'office. Mais s'ils ne sont ni mariés ni pacsés, la loi, et encore pour paxer, il faut faire un testament, la loi ne confère aucun droit à la personne avec laquelle on vit en union libre, et quand bien même on aurait des enfants. Et même si on vit ensemble depuis des années. Même si on vit ensemble depuis des années. C'est-à-dire que le concubin n'a aucun droit à hériter, il ne bénéficie pas de la pension de réversion. En cas de rupture, parce que le concubinage peut aussi se rompre, chère Pauline, si les gens se disputent, il n'y a aucun amortisseur juridique qui permet, comme une pension, un devoir de secours, une pension alimentaire ou une prestation compensatoire, rien de tout cela. Donc le concubinage n'est absolument pas pris ou très peu en compte par la loi, un peu au regard du droit social, mais pas du tout au regard du droit des successions et du droit des donations. Le concubinage, il est rentré dans notre code civil il y a très peu de temps, uniquement après le Pacs, dans un petit article, pour pas donner des droits, mais pour le définir. Uniquement. D'accord. Donc vous voyez vraiment le concubinage, il est très peu pris en compte et pas du tout en matière des droits de succession, des droits à hériter et de la pension de réversion. Alors que de nombreux couples vivent en concubinage. Bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est très dangereux. Il faut vraiment alerter les gens sur cette situation, effectivement, de dénuement successoral qui peut arriver en cas de décès. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour se protéger à minima? Alors, pour se protéger à minima, il y a tout d'abord le Pacs, mais le Pacs ne suffit pas parce qu'on n'hérite pas automatiquement de son partenaire ou de sa partenaire pacsée. Pour cela, il faut faire un testament. Un testament d'ailleurs qui peut être modifié à tout moment, et si on rompt le Pacs, le testament, on l'annulera. Donc, faut pas se penser qu'on est pieds et poings liés. Quand on a fait un testament, on peut toujours le modifier tant qu'on a sa tête, bien évidemment. Alors, on va revenir quand même à notre cas initial. A priori, le mariage est plus protecteur, vous allez nous l'expliquer, mais Louis et Estelle, ils ne souhaitent pas se marier. Ils souhaitent plutôt, je crois, se paxer. Donc, est-ce que ça, c'est quand même possible? Comment ils peuvent le faire concrètement, en pratique? Je vais vous dire, c'est toujours mieux que rien. Déjà, le Pacs, c'est très bien, bien sûr. Donc, il y a deux façons de faire un Pacs. Soit on va à la mairie, comme les couples mariés, et on remplit le formulaire qu'on trouve sur Internet, mais on peut aussi se rendre chez son notaire. Alors, ça coûte un coût de l'ordre un peu moins de 400 € parce qu'il y a aussi des frais d'enregistrement fiscaux. Sauf que chez le notaire va assurer déjà, va vous donner un conseil plutôt que de remplir un formulaire et de remplir une case. Oui. Parfois, on ne sait pas toujours ce qu'il faut remplir. Donc, il y aura le conseil d'une part, mais d'autre part, le notaire va en plus le conserver pendant 75 ans et ensuite, ça va être déposé aux archives nationales ou départementales. Donc, il y a un rôle de dépôt et de conservation parce que en fait, à la mairie, ce n'est pas conservé. Donc, si vous perdez votre contrat de Pacs, la mairie n'en a pas gardé copie. Elle n'en a aucune copie, c'est vraiment au pacsé de la garder. C'est vraiment au pacsé de la garder. Donc, j'ai quand même des gens qui, bien qu'on leur dispense souvent des conseils gratuits, je leur dis, voilà, vous avez la possibilité soit de le faire chez moi, il faut vous sentir très à l'aise, soit de le faire à la mairie, ou c'est gratuit.
Eh bien, certains veulent quand même le faire pour qu'il y ait à la fois la conservation et le conseil. D'accord. Très bien. La rédaction du testament, c'est pareil, on peut le faire tout seul ou être accompagné, c'est la même chose. Ah oui, mais alors là, j'ai envie de vous dire, si autant le PACS, si vous pouvez éventuellement, si vous remplissez la bonne case, pourquoi pas de le faire tout seul, le testament, au grand Beaucoup jamais. plus compliqué. Au grand jamais, parce que si vous voulez, en plus Internet fourmille de modèles qui sont parfois dramatiques et qui ne vont pas du tout de modèles type, en réalité, pas toujours adapté. Il faut vraiment, alors là, consulter votre notaire. L'intérêt en plus, c'est que le notaire déjà, il en assure la conservation, là encore, rôle de conservation, et surtout, c'est inscrit sur un fichier central, le fichier central des dispositions de dernière volonté. Comme ça, n'importe quel notaire de France au décès de la personne sera obligé de consulter ce fichier et saura que en 2014, en 2024, en 2025, telle personne a laissé des dispositions chez Maître X. Les avantages du mariage, on peut les rappeler très rapidement. Alors, pension c'est de sûr réversion. on n'aime pas trop, comme disait le poète, graver nos noms en bannin parchemin. Mais j'ai envie de vous dire, les concubins, quand ils achètent ensemble, ils gravent quand même leur nom. D'une manière ou d'une même autre. d'une façon informatique, d'une manière ou d'une autre. Donc, on se lie automatiquement. Quand on a des enfants, on se lie. Donc, les avantages du mariage, vous savez, le mariage, dans toutes les civilisations, c'est aussi pour protéger, dans nos civilisations occidentales, pour protéger le plus faible. Puisqu'effectivement, sans mariage, eh bien, c'est la loi du plus fort, puisqu'on peut partir du jour au lendemain. Tandis que quand vous êtes marié, eh ben, il y a quand même une contribution aux charges du mariage tant que la vie courante, l'union dure. Quand il y a une instance en divorce, le plus fortuné est amené à verser à l'autre une contribution financière, le cas échéant, qui s'appelle un devoir de secours. Et une fois le divorce prononcé, s'il y a l'un des conjoints qui est fragilisé financièrement par le divorce, eh bien, le plus fortuné peut être amené à verser une prestation compensatoire. Il n'y a absolument pas ça, ni dans le PACS, ni a fortiori dans le concubinage. Donc ça, c'est une première chose en cas de séparation. Et en matière de succession, quelle différence entre le mariage et le PACS ? Pour que Louis et Estelle comprennent bien la nuance. Le PACS ne fait pas hériter. Vous savez pourquoi les gens confondent souvent, se disent on est pacsé donc on va hériter, parce qu'en fait la situation fiscale est la même. Elle est la même, donc c'est troublant. C'est-à-dire que depuis la fameuse loi TEPA du 22 août 2007, qui est entrée en vigueur le 22 août 2007 en France, en fait, le conjoint survivant et le partenaire pacsé n'ont plus aucun droit de succession à payer, mais lorsqu'ils héritent, quand on est marié, on hérite automatiquement. Et d'ailleurs, quel que soit le régime matrimonial qu'on a choisi. En revanche, pour le PACS, on n'hérite pas automatiquement, puisqu'on a vu qu'il faut faire un testament. Mais comme la fiscalité prévoit un alignement des deux régimes, pour les Français, on se dit, tiens, on ne paye pas de droit de succession, qu'on soit pacsé ou qu'on soit marié, donc ça veut dire automatiquement que du coup, j'hérite pareil. Voilà. Non, pas du tout. Et donc, c'est vraiment une déconvenue. Mais vous savez, Pauline, à la limite, quand les gens vont acheter, le notaire, il leur fait toujours ses explications. Ouais. Donc, ils le sauront. Mais effectivement, des concubins qui n'achètent pas ou qui passent pas chez le notaire, qui n'achètent pas, effectivement, ils ne le sauront pas. Mais de même aussi, vous voyez, ce qu'il faut faire quand maintenant, c'est vraiment de plus en plus, mais quand vous achetez ensemble, quand on est pacsé, concubin ou même époux, il est bon d'indiquer dans quelle proportion vous achetez. Parce que chez les notaires, on voit des choses gaies, on voit des choses moins gaies, on voit des couples qui se délitent. Eh bien, figurez-vous par exemple des concubins qui achètent un bien ensemble. Concubins, je précise, ils achètent un bien, puis comme ils sont très heureux, ils disent au notaire, on va payer le prêt moitié-moitié, et puis notre rapport, maître, c'est moitié-moitié. Concrètement, on ne veut pas faire de compte. C'est 50-50. Et après tout, pourquoi pas si ça a été mis sur un compte joint. Et puis, manque de chance, 10 ans après, la séparation arrive, et l'un des partenaires, des concubins plutôt, se dit... tout compte fait, c'est bien gentil, moitié-moitié, mais moi je me souviens, j'avais mis 30 000 euros dans l'apport. Sauf que il n'y a pas eu de preuve chez le notaire, mais surtout, déjà, il ne retrouve plus peut-être ses comptes, d'autre part, parce que les banques ne retrouvent pas au-delà de 10 ans, mais il y a pire, c'est qu'entre concubins, les créances éventuelles se prescrivent par 5 ans. Du coup, s'ils se séparent au bout de 6 ans, il ne pourra plus faire valoir ces 30 000 euros si l'autre refuse de les payer. Très bien. Donc, vous voyez, c'est bien de dire les choses. Et je m'aperçois, Pauline, parce que je fais ce métier que j'adore depuis plusieurs années, et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus une
que les gens sont de plus en plus décomplexés avec l'argent et le financement. Il y a encore quelques années, et c'est pas plus mal, il y a encore quelques années, les gens étaient très gênés de dire moi j'ai reçu 30 000 euros, maître, j'aimerais que ça figure, j'aimerais qu'on marque mon apport. Et maintenant je m'aperçois que chez les jeunes couples surtout, même s'ils s'aiment autant que leurs aînés, eh bien il y a plus effectivement de pragmatisme en disant on est très clair, j'apporte telle somme, on financera le remboursement du prêt selon telle proportion, c'est beaucoup plus sain. Mais encore faut-il le dire. Encore faut-il le dire. Donc on conseille vivement à Louis et Estelle de se paxer et de rédiger leur testament pour se protéger à minima. Merci en tout cas Nathalie Gouzi-Goussiouas pour tous ces conseils. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.